Ce soir, on va aborder le garbage collector, donc une histoire de recyclage. Alors, je sais pas si tu es sur la bonne scène. Ça va être, voilà, la première présentation. Ça va être ça. Donc, pour un rapide tour, hein, pour moi, donc je suis Florent Lebaille, donc je suis développeur Java depuis bientôt 7 ans, 8 ans bientôt. Tech lead là chez un client, un grand compte bancaire, et avant tech lead également sur une partie plutôt RH dans les armées. On va passer rapidement au sommaire, si je retrouve ma souris. Impec. Ce qu'on va voir ce soir, du coup, ça va être un petit peu ce thème-là. Donc, je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est un GC, histoire qu'on reparte tous sur les mêmes bases, et qu'on soit sûr que tout le monde est bien la conception. Sachant qu'on parlera de garbage collector orienté plutôt Java. S'il y a d'autres technos de garbage collector sur d'autres langages, ce sera pas forcément exactement les mêmes, hein, on verra. On verra une histoire compliquée, petite frise, une petite timeline juste pour vous rappeler les différentes sorties du garbage, des différents garbage collectors, parce qu'on verra qu'il y en aura plusieurs, et comment ils ont évolué dans le temps. Quelques bases. On va surtout focus sur les bases pour bien comprendre comment les concepts de base en fait d'un garbage collector, hein, sa gestion de mémoire, comment il retrouve ses objets, ce genre de choses. On fera un rapide focus sur les anciens garbage collector, donc le parallèle, le serial et le CMS. Donc on verra un petit peu, ce sont les premiers garbage qui en fait sont la base des suivants qu'on utilise aujourd'hui. Donc justement l'actuel G1 que normalement la majorité d'entre vous doit utiliser. Pas forcément le savoir, mais on fera un focus dessus pour un peu plus savoir comment il fonctionne. On verra les deux alternatives aussi qui sont une qui est stable et une qui est à peu près stable, on va dire, mais pas autant que la deuxième, on le verra pourquoi, qui sont le garbage collector Shenandoah et ZGC. Ce qu'on ne verra pas par contre ce soir sur les garbage collector, parce que le sujet est vaste et ça pourrait faire l'objet de d'autres comètes, c'est la gestion des variables en fait en Java et ce qui peut entraîner des fuites de mémoire, donc aussi bien dans les librairies avec JPA ou autres. On ne verra pas également les différents types de mémoire présents dans la JVM, parce qu'il y en a beaucoup, et pareil, ça pourrait être un sujet un petit peu différent. Et par contre, je vais également focus surtout sur les concepts clés et les bases dessus pour bien vous ayez une compréhension et les clés surtout pour que vous puissiez aller voir un peu les articles en détail. Donc on verra pas toutes les étapes de chaque garbage en détail, sinon on pourrait y passer quelques heures dessus. Donc, on le verra ensemble. Donc en premier, un garbage collector, c'est quoi? Un garbage collector, c'est vendu avec la GRE. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, depuis que Java est sorti, depuis que les JDK sont sortis depuis Java 1, on a toujours eu des garbage collector, hein. C'est une fonctionnalité qui était une des fonctionnalités avec le Run Everywhere de Java qui était vendu justement à Java. C'est l'idée d'avoir ce garbage collector qui va nous aider à gérer la mémoire. Donc, qui va pas la gérer pour nous, hein, pas totalement, mais qui va nous aider du coup à la gérer. C'est invisible ou pas? C'est invisible parce qu'en fait, vous ne faites jamais appel au garbage collector directement. Si vous trouvez encore des points GC dans votre code, fuyez. Vous ne devriez plus en avoir, ni de points finalize. Même le point finalize a été déprécié d'ailleurs à la sortie de Java 17, hein, entre Java 17 et Java 11, donc ne l'utilisez jamais. Vous ne faites jamais appel au garbage collector vous-même. C'est lui qui passe. Par contre, il n'est pas totalement invisible parce qu'effectivement, il va laisser une empreinte, notamment sur votre CPU, votre mémoire, puisqu'il va avoir des actions, comme on va le voir, pour nettoyer justement votre JVM et vos objets inutilisés. Donc ce n'est pas totalement indolore quand vous utilisez justement Java avec suivant le ZGC que vous allez utiliser et comment vous allez le tuner. Libère de la mémoire implicitement. Effectivement, contrairement à des langages comme le C ou C++, hein, qui étaient là présents avant, c'est ce que vendait Java, c'est que vous n'avez pas de gestion de pointeur. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre programme, libère-moi ces objets-là et libère-moi de la RAM à cet endroit-là. C'est lui qui va s'en occuper, c'est le garbage collector qui va s'en occuper. Par contre, pour faire ça, on verra qu'il faut libérer de la mémoire. Enfin, il faut libérer les références en fait dessus, donc on le verra. Et le meilleur ennemi de Java, parce que justement les premiers garbage collector qu'on va voir ne sont pas optimisés. On va voir pourquoi ils ne sont pas aussi optimisés que les plus récents. Et c'est ce qui a participé un petit peu à la légende autour du fait que Java est lent. Donc en fait aujourd'hui Java est un des langages les plus rapides sur le marché. On va passer là-dessus. Une histoire compliquée. Alors une histoire compliquée de tout ce qui est Java et les garbage collector. J'ai essayé de faire un petit peu de spéléo. Je vais vous avouer, ça a été très compliqué. Notamment au niveau de la JDK 1. Aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Oracle, on n'a même plus les release notes de Java 1 à 3. Donc, pour vous dire qu'il n'y a plus grand chose de présent sur le site.
J'ai trouvé un article sans forcément une source très fiable, mais à la sortie du JDK1, où on avait déjà plusieurs garbage collectors de présents, pas forcément de nom qui remonte, donc je présuppose qu'on devait déjà avoir le serial et le parallèle de présent. Le CMS lui étant arrivé bien plus tard. Par contre, commence à avoir des traces au JDK2. On va voir le concept de Young et Old Generation. Donc ça, je vais revenir dessus et vous expliquer un peu ces concepts-là après. Mais cette notion en fait d'aborder la mémoire et le recyclage de la mémoire en fait en Java est apparu à partir de la JDK2. En 2004, on a la sortie du JDK5, Java 5, qui était une très très grosse release hein, pour Java. Et c'est à ce moment-là où on a défini déjà trois grands garbage collectors qui vont être le serial GC, le parallel GC qui a longtemps vécu, et le CMS qui est aujourd'hui déprécié. Il y en a un quatrième, hein, mais qui est très vite tombé dans les oubliettes, donc je ne reviendrai pas dessus. En 2011, on a sorti la JDK7 et du Garbage Collector G1. Donc c'est pour ça que normalement la plupart d'entre vous doivent utiliser G1 parce qu'il est utilisé par défaut sur la JDK7, enfin depuis Java 7. Donc à moins que certaines personnes qui ont encore sous Java 6 ou autre, ça peut arriver. Vous devriez tous sur G1, donc c'est pour ça j'essaie de vous expliquer un peu plus les cycles dessus. Comprenez comment ils fonctionnent. En 2014, on a le début du projet Shenandoah, donc qui débute en 2014 et qui a été finalisé un peu plus tard, mais qui est dispo sur certaines JDK 8. On reviendra un petit peu dessus. Et enfin, en 2018, avec la sortie du JDK 11 et la JET 333, on a la sortie de ZGC, qui est le garbage collector le plus récent. Et on verra sûrement celui à focus en priorité. Et on verra pourquoi. Donc voilà, une petite timeline des garbage collectors. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas un garbage collector dans Java. Et ça évolue en même temps que Java. Les bases, pour comprendre. Enfin, on va essayer de comprendre ensemble comment fonctionne un garbage collector et qu'est-ce qui se passe. Alors, la mort ou le heap. Le heap, donc souvent c'est la mémoire en fait que vous allez allouer à que vous allez autoriser en fait à utiliser pour votre application. Faire attention, ce n'est pas la mémoire qui va être consommée ou toute la mémoire réservée en tout cas par votre JDK. Quand on parle de heap, c'est vraiment la mémoire que va utiliser votre programme, donc votre JRE derrière, dans le bloc. Il y a une partie qu'on appelle non heap ou aussi permgen. Donc ce sont c'est une partie de la mémoire en fait qui va servir pour tout ce qui est statique, pour tout ce qui est classe, la définition des classes, pour certaines variables qui a besoin de la JDK et que vous n'utiliserez pas derrière, notamment aussi des objets qui vont servir pour les GC routes, tout ce qui est JNI, donc c'est tout ce qui est à base de C en fait à l'intérieur de la JDK. Donc ça va prendre de la mémoire et ça va être de la mémoire supplémentaire qui ne fera pas partie du heap. C'est pour ça aujourd'hui, si vous tunez votre JDK, vous lui dites, vous utilisez par exemple les arguments, donc itsemits, hein, par exemple, pour définir le maximum heap, vous lui dites à votre programme, je veux 200 mégas maximum. Quand il va être au bord du débordement, vous allez voir, votre JDK va consommer plus que 200 mégas. Vous dites, il se fout de moi, je vais lui demander d'en consommer que 200. Et effectivement, vous allez en avoir plus parce que vous avez cette permgen qui n'est pas comptée dans votre heap et qui la plupart du temps, à moins que vous activiez en fait des options de debug sur vos garbage collector et sur votre VM, n'apparaîtront même pas en fait dans les écrans de visualisation derrière de votre mémoire. Je vous ai mis également une petite commande qui vous permet de retrouver en fait le paramétrage par défaut de votre heap sur votre OS, hein, donc le Java là, Java Heap Sprint Flag Final Version Function Heaps. Ne l'apprenez pas par cœur, hein, vous le trouvez assez facilement sur internet, mais sachez-le, vérifiez-le, surtout si vous lancez des programmes en Java et surtout si vous avez des programmes Java un peu gourmands, c'est défini par votre OS. Donc si vous êtes sur Linux, sur Mac ou sur Windows, vous n'avez pas forcément la même configuration par défaut. Alors sur Windows 10 et Windows 11, une VM peut prendre jusqu'à 4 Go. Donc c'est pareil, faites attention. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de mémoire sur votre PC, paramétrez-le. Et justement, vous pouvez le paramétrer un petit peu en dessous. Vous avez les commandes itsms et itsemits qui sont connus depuis longtemps, qui vont vous permettre de mettre un minimum heap. Alors le minimum heap, ça peut être important, surtout quand vous avez des serveurs web, d'en mettre un petit peu pour dire à la JVM de démarrer tout de suite avec pas mal de mémoire, parce que sinon le temps qu'elle fasse l'allocation, vous pouvez ralentir votre service. Et le itsemits, donc le maximum que vous voulez pas déborder.
Je vous ai également mis un tout petit parce que moi je les ai appris, je les connaissais pas, mais finalement ça existe. C'est peut-être plus pour les ops. Vous pouvez également définir plutôt qu'avec des valeurs en dur, hein, parce que quand vous utilisez XMS et XMIT, vous allez mettre une valeur soit en mégabytes, soit en gigabytes ou en bytes tout court si vous voulez aussi, si vous voulez faire des calculs sympas. Mais sinon, vous pouvez également jouer avec des pourcentages de la RAM disponible. Donc pareil, vous allez retrouver le minimum RAM et le max RAM. Donc ça peut être très intéressant pour les ops ou si vous avez une machine qui par exemple est dédiée à une application ou un serveur d'application. Ça peut être aussi dans un Docker hein, finalement. Vous pouvez utiliser ces commandes-là. Et l'erreur qu'on voit souvent sur les forums également, c'est le out of memory exception, qui intervient finalement quand vous dépassez le heap, quand votre heap est au maximum, que votre garbage collector n'arrive plus à libérer justement, on va voir de la mémoire dans ce heap, vous allez avoir l'exception qui va monter, qui est out of memory exception. Alors quand c'est à l'exception, ça va, ça veut dire qu'il va tuer en fait le thread en cours qui est en train de consommer pour libérer de la mémoire. Donc, l'action que vous avez lancée, si vous avez lancé un batch, si vous avez lancé une requête, par exemple, sur votre serveur REST, va être killée directement par la JVM. Donc, pareil, vous pouvez vous retrouver avec votre serveur dans un état qui est pas très bon si vous êtes en plein milieu d'un batch. Donc, méfiez-vous de ça. Ça peut entraîner, si vraiment l'exception de mémoire est vraiment, vraiment rapide et conséquente, ça m'est déjà arrivé, vous pouvez tomber sur des erreurs. Donc, vous pouvez crasher votre JVM aussi avec Java. Donc, attention, votre garbage collector va essayer de vous sauver la mise et va essayer de sauver votre JRE en premier avant votre application. Mais vous pouvez aussi le faire crasher si vous y allez un peu fort. Notamment, si vous mettez pas de limite sur le nombre de threads, vous pouvez très vite en fait exploser une JVM. S'il y en a qui veulent essayer, c'est très drôle à faire. Le graphe de dépendance. Donc ça, c'est une autre notion des bases. Donc là, on a vu le heap, donc vraiment la mémoire que vous allez allouer. On va voir comment en fait le garbage collector arrive à s'organiser dans ce heap. Comment il va détecter quels objets finalement il doit nettoyer derrière ce heap. Et pour ça, il va utiliser ce qu'on appelle un graphe de dépendance. Donc on va avoir un parcours de graphe assez classique. Vous allez avoir une première entité qui va être reliée à une deuxième entité, qui va être reliée à une troisième, etc. Et tant que l'une connaît l'autre, on considère qu'elles se connaissent, donc qu'elles sont vivantes, entre guillemets. Donc notamment, ça se traduit en Java quand vous instanciez une variable, hein, ou comme dans n'importe quel langage, hein, vous allez mettre un égal ou un opérateur d'instanciation et vous allez mettre une valeur dedans. À partir du moment où cette variable sort de son scope, donc c'est-à-dire que par exemple vous allez définir au niveau de votre méthode et vous quittez la méthode parce que vous avez fini de l'utiliser, cette variable va être remise, en fait, va être déréférencée, je vais dire derrière, donc elle va être mise à nul. Ou quand vous explicitement vous pouvez le mettre également quand vous allez instancier une valeur nulle dans une variable, du coup vous allez déréférencer cette variable. On va parcourir le graphe. Les algorithmes, la plupart du temps, et ce qui a été choisi maintenant dans tous les GC, c'est un algorithme assez naïf où en fait on va avoir un compteur de référence, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de fois où est référencé, où est-ce que j'ai appelé ma variable dans la stack. Donc si j'ai du récursif ou si j'ai autre chose, si je fais un passage par référence justement de ma variable qui peut entraîner des fuites de mémoire hein, justement, et que je ne fais pas attention que ces références soient libérées, donc que ma variable traîne dans des programmes, par exemple, et notamment sur un serveur web, par exemple, si vous avez un application scope, donc une classe qui va rester vivante tout le long de l'application, et que vous laissez une référence sur un objet dessus, bah, cet objet ne sera jamais déréférencé, parce qu'il y aura toujours un compteur dessus, plus 1. Dès que le compteur passe à 0, en fait, quand le garbage va passer sur l'entité, il va regarder, elle est à 0, il va la considérer comme déréférencée, enfin déréférençable. Le souci qu'on peut avoir, ce sont les références cycliques. Je vous ai mis un petit schéma en dessous, que j'ai tiré, hein, d'un site, du site de Baldung, justement. Très bien fait à ce sujet aussi. Ou par exemple, si vous tombez alors imaginons, hein, vous partez de votre route, on reviendra dessus là, ces routes, mais vous arrivez sur la référence D et cette référence D, vit, hein, c'est un objet comme un autre qui est une référence vers un objet A. Ça pourrait être très bien, vous êtes dans un garage et le A, c'est votre voiture. Vous n'avez plus besoin de votre voiture, vous allez casser le lien, donc vous allez mettre un nul, vous allez casser le lien. Le problème de A derrière, c'est que par exemple, il est rattaché à un moteur et ce moteur est rattaché à une autre pièce qui, elle, est rattachée à nouveau au moteur, qui lui-même, le moteur est rattaché à un type de voiture. Donc vous avez ce qu'on appelle une référence cyclique ici. Et là, ça va commencer à être problématique pour le garbage collector parce que même si A n'est plus utilisé par D, A utilise B, qui référence B, qui référence C, qui référence B, qui référence A. Donc du coup, chacun référence l'autre, il y a toujours votre compteur de référence, c'est toujours à 1. Ce que va faire le garbage collector, en fait, c'est qu'il va considérer que tous les objets
qu'il n'arrive plus à rejoindre dans sa mémoire en partant de sa racine. Donc typiquement là, on partait du D. Le D, c'est déréférencé, hein, on n'a plus ce lien-là qui est ici. Donc les A, B et C ne sont plus atteignables. Du coup, il les considère comme candidats au garbage en fait. Donc il va les supprimer, même s'ils ont encore des références. Donc c'est la seule exception. Si vous avez encore des références derrière sur votre objet dans votre mémoire, hein, où les objets vont quand même être nettoyés. Donc justement, d'où il part, hein. Pour débuter ce parcours de graphe, pour éviter justement ces références cycliques, en fait, chaque garbage collector va avoir des objets permanents en fait durant des objets qui appartiennent à la JDK. Donc ce qu'on reconnaît, c'est qu'en fait, il va partir du permgen, effectivement. Ce sont des objets dits non recyclables. Donc ça peut être les threads qui sont actuellement démarrés, ça peut être des variables statiques, ça peut être des fichiers de classe quelque part, parce que forcément, quand vous démarrez un programme Java, vous avez un main à un moment qui est lancé. Ce main est statique. Vous pouvez partir de ce main et il ne sera nettoyé. Enfin, s'il est nettoyé, ce truc-là, c'est que votre application est terminée globalement. Donc autant tout nettoyer, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce main-là sera toujours attachable, on pourra toujours partir justement de cette classe main pour pouvoir dérouler tout le graphe et tous les objets qui s'y rattachent. Donc tout ce qui n'est pas rattachable à ces objets-là sera mis au garbage. Tac, tac, tac. Donc, bien gardé. D'ailleurs, pour la ref de l'image d'avant, c'était le fil d'Ariane, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était intéressant. Si vous avez besoin d'un designer, n'hésitez pas, je fais les retouches photos. Vous voyez, j'ai un talent de fou. Les générations. Alors ça, c'est une autre base qu'il faut voir sur les garbage collector. Donc, ce que je vous disais, c'est apparu au JDK2, donc en 97, cette algorithme de génération. On va parler de Young Generation et de Old Generation. Et entre deux, des survivors. Comme vous le voyez, le monde du garbage collector est un monde cruel. Vous naissez finalement dans le jardin d'Éden. Donc c'est comme ça que ça s'appelle la zone de mémoire où vont être placés les objets qui viennent d'être instanciés à l'instant. Donc par rapport au cycle du GC. Ce qu'on reviendra dessus, c'est que les GC fonctionnent par cycle, hein. Ils vivent tout le long de votre application. Donc vous avez par exemple au cycle 0, vous allez passer un premier cycle. Après ce cycle-là, vous allez instancier une première variable, par exemple un tableau d'objets ou un tableau d'entier. Ce tableau d'entier va être mis dans un espace mémoire qui s'appelle l'Eden. Donc en fait la naissance du coup de la variable. Un cycle GC va passer. Un premier cycle GC va passer. Si il y a toujours une référence vers votre tableau d'objets ou votre tableau d'entier, il va passer dans une première zone où il va être appelé Survivor. Survivor 1, Survivor 2, ça c'est les premiers garbage collector qui fonctionnaient comme ça en tout cas. Et si votre objet est toujours vivant au bout de 3 cycles, il passe dans la Old Generation, donc on considère que c'est un vieux. Et du coup, il va passer dans un autre emplacement de la mémoire. Tout simplement. Donc on verra, il y a des optimisations. Certains garbage ne traitent pas tous la Young Generation et la Old Generation de la même façon. On va le voir un petit peu après. Donc ce que je vous disais, hein, la Young Generation composée de 2 collections, donc l'Eden et Survivor. Les surveillants de génération. Et vous avez toujours un petit peu cet espace de la mémoire que vous verrez pas toujours, mais il faut le prendre en compte quand même. Ce sont les objets permanents, hein, de la GRE, comme je vous disais, les classes, les interfaces, les objets statiques, ce genre de choses. Donc là, c'est le schéma que vous avez un petit peu plus bas, hein, c'est vraiment une vision simple. Si vous pouvez imaginer une barrette de RAM à la limite dessus et vous avez votre programme Java qui prend une partie, il va être donc dans votre mémoire virtuelle. Vous allez avoir cette représentation là un peu simpliste. On dit merci à Rick et Morty et on passe à la suite. Les différents GC. Alors je regarde juste. Hop. Je crois qu'il y avait une question, je regarde juste rapidement. MinRAM et MaxRAM se basent sur la mémoire disponible sur la machine ou disponible aux côtés des autres applications. Le MinRAM et le MaxRAM, alors de ce que j'en ai lu, David, sur justement, hein, quand on revenait dessus, quand vous pouvez tuner votre machine, moi de ce que j'en ai vu, il se base bien sur la machine. Donc peu importe qu'il y ait d'autres programmes à côté ou pas. Donc oui, méfiez-vous quand même de ce que vous utilisez, vaut mieux que ce soit dédié à ça. Les garbage collector et leur fonctionnement. Alors, petit disclaimer un petit peu avant, je vous ai mis en fait en haut de chaque diapo du garbage collector trois éléments en fait qui distinguent globalement les garbage collector entre eux. Le premier, ça va être la façon
dont il va opérer et la façon dont il va, enfin la multiplicité en fait de threads qu'il va utiliser pour nettoyer la mémoire. Donc soit il va être en mode serial, donc ça veut dire qu'il va utiliser qu'un seul thread pour exécuter tout son cycle de recyclage, hein, du coup derrière. Soit il va être en parallèle, donc il va appeler plusieurs threads pour libérer la mémoire et organiser ses cycles. Vous allez avoir également souvent soit des opérations qui vont être en mode stop the world, très souvent, parfois d'autres non ou pas, mais ce sont les phases en fait des différents GC. Soit elles seront en stop the world, donc ça veut dire que la VM freeze à ce moment-là, elle s'arrête pour que le garbage collector puisse gérer ses références, nettoyer de la mémoire, ça on le verra. Ou il peut le faire de façon concurrente, donc on aura des threads qui vont être dédiés au GC et qui vont vivre le long de l'application pour faire certaines étapes. Et enfin, le troisième point qui les distingue, on verra qu'il y en a chacun utilise ou pas. On a le compacting ou non compacting ou copying. C'est la pilule bonus par rapport à Matrix. Désolé, ça ne passait pas. Effectivement, c'est est-ce que à la fin votre GC va compacter votre mémoire pour optimiser un petit peu l'emplacement qu'elle prend, ou est-ce qu'il va faire, enfin à la fin de son cycle, il va la compacter, ou est-ce qu'il va faire une copie et nettoyer tout ça, parfois mixer un petit peu les deux, ou ne pas compacter. On va voir ça juste après. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Alors, je retourne la souris. Donc, on va passer quand même sur les anciens GC, comme je vous disais, pour vous expliquer un petit peu plus la suite. Le Serial GC, qui est un des les plus classiques qu'on a eu. Comme on le voit, qui porte bien son nom, hein, qui est en série, donc en serial, donc il va être monothreadé pour exécuter son cycle. Forcément, quand il va exécuter son cycle de nettoyage, il va arrêter la JDK. Et à la fin de son cycle, il va compacter la mémoire. Donc en fait, quand il dans sa mémoire, hein, vous allez avoir une partie un peu défragmentée finalement de votre mémoire, puisqu'il va libérer des objets. Certains seront encore vivants, certains vont être dans la Young Generation, d'autres concernent la Old, d'autres des Survivors. Donc à la fin de votre cycle, ça va être un petit peu le fouillis là-dedans. Donc ce GC-là va recompacter la mémoire et l'optimiser finalement pour pouvoir remettre après des objets à la suite. Donc on voit déjà, rien qu'à l'explication, on voit les problèmes que ça peut causer. Surtout que vous pouvez très bien, comme vous voyez sur le schéma, hein, ici, finalement c'est le run de votre application. Vous pouvez très bien avoir une application multithreadée. Si vous êtes en serial GC, à la fin, c'est un thread qui prend la main sur tout. Donc tous les threads sont stoppés, hein, même si vous avez d'autres choses à côté. Et il va exécuter son cycle derrière de nettoyage. Et enfin, l'application va reprendre derrière. Donc, n'utilisez surtout pas ce garbage collector, s'il vous plaît. Comprenez vite pourquoi. On a son évolution, évolution. On avait un distinguo à côté. Un autre qui a vécu à côté, qui est le parallèle GC, qui va avoir exactement le même fonctionnement, les mêmes cycles, la même façon d'organiser la mémoire, de la compacter. Il va stopper également l'application quand il va démarrer son cycle justement de nettoyage. Par contre, cette fois-ci, il va utiliser plusieurs threads. Pourquoi il y a eu ces deux-là ensemble? Comme je vous le rappelais, c'est de JDK 5, donc on était en 2004, et encore, ça devait être sorti un peu avant 2004 et 97. À l'époque, on n'avait pas tous forcément des machines multicore. Et par contre, certains, au contraire, avaient des machines multicore. Donc, vous pouviez jouer sur les optimisations. Si vous aviez plusieurs cœurs, ça valait le coup d'utiliser du parallèle GC. A contrario, si vous aviez un monocore, il ne fallait pas utiliser le parallèle GC, parce que finalement, vous allez utiliser plusieurs threads sur le même CPU. Donc aucun intérêt, voire ça va être même l'inverse, vous deviez perdre en performance à utiliser du multithreadé pour nettoyer. D'où cette vue avec le serial et le parallèle entre les deux. On a eu un autre GC qui passait entre les deux, qui s'est voulu un petit peu plus optimisé et qui a donné la base des garbage collectors modernes, qui est le CMS, donc pour Concurrent Mark and Sweep GC. Comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée Java. Qui est un GC alors en serial, donc qui va utiliser un seul thread pour nettoyer à chaque fois son cycle, mais on va voir que le cycle est un peu plus compliqué. Il va avoir certains traitements qui vont être en concurrence, d'autres en stop the world comme les précédents. Et à la fin, pareil, comme les autres, il va compacter la mémoire pour l'optimiser. Là, on est vraiment sur une gestion aussi, hein, sur ces 3 GC, en monobloc de votre heap. C'est-à-dire que votre heap, c'est une case et je la nettoie, j'arrête tout, je nettoie, je fais un peu ma tambouille pour tout réorganiser et ensuite je redémarre l'appli, elle repart avec ça et elle a de la place à nouveau.
On verra, ça a une petite importance sur le suite. Donc pareil là, on a notre application qui peut être multithreadée ou pas, hein, d'ailleurs, en plusieurs flèches ou une. On va avoir un premier stop the world où on va marquer les objets qui vont être déréférencés. Donc ça va être une première étape qui va quand même stopper l'application, mais on va avoir déjà ce système de marque où on va dire bah, tel emplacement mémoire, ça je vais le nettoyer à la prochaine phase, ça je vais le nettoyer à la prochaine phase, ça aussi, ça par contre je vais le passer dans les survivors et ça je vais le passer dans la old generation. On pré-mâche un petit peu le travail, mais pour ça, il faut quand même stopper les JVM à un moment donné. Pourquoi? Parce que si votre application continue à run à côté, que vous continuez à instancier des objets à la volée, vous avez une requête REST par exemple qui vient d'arriver et qui va démarrer par exemple un nouveau bin derrière, qui va faire un appel de base de données, vous allez avoir un résultat set qui va sortir, donc un tableau qui va être instancié. Bah, si vous faites ça en même temps que le mec est en train de marquer, à un moment, ça s'arrête plus, quoi. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de stopper un moment la machine, dire ok ça part. Le reste, s'il y en a qui arrivent entre les deux, tant pis, je m'en occuperai au prochain cycle. Un petit peu cette idée-là derrière. Donc une fois qu'il a fini de marquer l'application, bon, les threads repartent. Donc il finit un petit peu ses étapes de marking à côté. On a à nouveau un stop the world et un concurrent remarking. Donc là, il va valider en fait derrière une fois qu'il a fait le sweep. Alors, ça s'appelle le sweep, c'est qu'il va déplacer en fait un petit peu la mémoire qui va être référencée. Et ensuite, de façon concurrente cette fois-ci, il va les remarquer vraiment pour le nettoyage final. Parce que entre les deux, il peut y avoir des choses qui évoluent, notamment, il peut y avoir à nouveau des références, il peut y avoir des références, des YUL, des références qui reviennent finalement, des nouvelles YUL qui arrivent. Donc il va s'arranger en fait au final pour pouvoir avoir un marquage final, donc il va restopper une dernière fois pour vraiment arrêter une fois. Une fois qu'il a vraiment fait ce marquage final, là, la différence avec les autres GC, c'est que le nettoyage, donc vraiment la libération de la mémoire et le compactage derrière, va se faire de façon concurrente avec l'application. C'est la petite nouveauté sur le CMS par rapport au parallèle et au serial. Alors, on a aussi des cas de Stop the World qui peuvent être particuliers en plus. Ah oui, c'est ça. C'est un peu la deuxième étape aussi derrière. Ça va être le deuxième Stop the World est pas obligatoire. Il va être obligatoire si il y a des éléments dans la old generation qui finalement sont déréférencés. Donc typiquement, hein, on revient sur le tableau d'entier qui a survécu pendant 3 cycles. Finalement, le batch s'est terminé. J'ai plus de référence vers mon tableau d'entier. Il était dans la old generation. À ce moment-là, le CMS doit stopper pour pouvoir libérer une partie de la old generation. Et si un changement de phase durant le nettoyage du heap également, ce que je vous disais, s'il y a des nouveaux objets qui arrivent dans votre Young ou autre. Le CMS. Donc on voit qu'il y a un début de concurrence. C'est pas parfait parce que s'il y a des choses qui changent entre deux étapes du cycle, bah on bloque. Si on a des trucs un peu vieux qui doivent partir, on bloque. Donc en gros, c'est très très performant au début de l'application quand vous avez que du Young. Ça devient très vite aussi lent que les autres derrière. Pas forcément encore hyper optimisé. C'est là qu'on arrive en 2007, où donc avec la JDK7, et on a le Garbage Collector G1 qui vient d'arriver. Alors G1 pour Garbage First. L'idée c'est on va le voir avec la diapo suivante où je vais vous présenter le cycle. L'idée de ce Garbage Collector, ça va être de nettoyer le plus vite possible. Et de nettoyer en fait ce qui est possible de mettre au garbage le plus rapidement possible. On va le voir. En gros, il va se focuser sur la Young Generation en premier. Et si on atteint un certain seuil, il va rentrer dans un cycle un peu plus lourd. Mais on a déjà des changements d'algorithme. Donc pareil, comme le parallèle GC, finalement, il exécutera ces opérations de nettoyage sur plusieurs threads pour aller le plus vite possible. Par contre, consommation CPU oblige supplémentaire. Le concurrent The World and Stop the World, on verra, il va essayer d'exécuter un maximum d'étapes en concurrence. Donc on est déjà sur des pauses qui vont être beaucoup plus courtes, mais il peut arriver qu'on ait un Stop the World complet dans le cas d'un full GC. On verra comment ça peut arriver. Et ce Garbage Collector là continue à compacter la mémoire après derrière. Alors, ce qui va être un petit peu différent sur les 3 garbages qu'on a vu avant, c'est que la mémoire de votre application était gérée que dans une seule région. C'était un énorme cube où on recompactait à chaque fois ce cube en une fois. C'était pas forcément très optimisé. Là, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, votre mémoire va être séparée en plein de blocs
différents et on va organiser la mémoire. Donc des blocs qui peuvent être de 1 méga à 32 mégas, ça peut être figé ça peut être paramétré et tuné hein, quand vous lancez votre application avec le GC. On va diviser en zones, en plusieurs zones. Donc on va avoir 5 zones différentes. Donc Ne vous inquiétez pas, je pense que Florent va revenir. Tu as peut-être un petit problème de micro. Je pense que c'est le temps que tu remettes peut-être ton fil sur le micro vu que tu étais en Bluetooth. ok, vous m'entendez à nouveau? Oui. Ok, je sais pas pourquoi le casque s'est coupé, il a essayé de partir en vacances. On a parlé de combien où ça Euh, coupait. ouais, je sais pas trop où ça a coupé du coup, je pense que c'était sur les zones, peut-être C'est sur ça. l'explication des zones. Ouais, ok. Bon, globalement, vous avez entendu quand même l'explication sur les différents types de zones, ça c'était bon, là, le Eden, Survivor, Tenured et tout? Ou pas du tout? Ah, ça a encore recoupé? Non. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas, on Non, c'est bon, t'entend. ok. Ok, ok. Non. Ok. Non, par contre, ce que je vous disais, effectivement, là, le bloc, que je retombe bien sur la bonne. Voilà, le bloc que vous avez ici, là, c'est pas exhaustif, hein. La mémoire, en fait, elle est divisée en plusieurs blocs. Les blocs sont choisis pseudo-aléatoirement au départ. Quand vous lancez votre programme, il n'y a pas forcément de règles écrites. Et après, ça va s'organiser en fonction des zones libres. On va voir un petit peu le cycle de ce G1, justement, après. Le fameux cycle de G1. Donc c'est quelque chose qui va se répéter en permanence hein, tout le long de vie votre application. Hein. C'est un l'herbage collector tant que vous n'avez pas coupé la JRE, il continue de tourner. Les nouveaux objets vont être envoyés dans ce qu'on appelle la Yoon, donc les zones des dead hein, justement, et on va exécuter le GC va essayer d'exécuter que ce qu'on appelle la Young only, donc c'est cette première phase, hein, ce premier demi-cercle que vous avez là qui est une phase dite un peu légère. Et vous avez notamment une séparation entre ces deux cycles, qui va être un seuil, en fait, un seuil que vous pouvez définir hein, dans votre JVM quand vous lancez votre programme, pareil avec votre garbage G1, vous pouvez définir cette zone. Et en fait, tant qu'il n'a pas dépassé ce seuil, donc ce seuil c'est en RAM, hein, c'est en mémoire en fait, donc soit il est fixé, soit ça va être calculé en fonction de ce qui est dispo. Tant que vous ne dépassez pas ce seuil, en fait, il va ne faire que créer des nouveaux objets. Il va considérer que toutes les variables que vous passez, c'est du Young, on les met dedans et on ne nettoie rien. Parce qu'il n'y a pas besoin de nettoyer, il y a suffisamment de RAM, pas de souci. Donc je n'arrête pas l'application. Première nouveauté. Donc au démarrage, vous avez un démarrage beaucoup plus rapide, parce que vous n'avez pas le GC qui va passer en plein milieu de votre démarrage de Spring Boot, par exemple, ça peut être sympa. Du coup, tout va être créé dedans. Si vous dépassez justement ce seuil de mémoire, une fois que vous arrivez, hein, ça, on reste encore dans un cas lambda, hein, votre application vit, et puis vous commencez à avoir un petit peu de mémoire qui arrive dedans. On va commencer à avoir de la promotion derrière Old, donc sur la Old Generation. Donc en fait, des Young vont passer en Survivor et dans la Old Generation s'il y en avait qui étaient déjà en Survivor et on refait le cycle. Et donc vous allez avoir une initial marque qui va, cette marque-là va non pas que
marquer les objets à effacer, mais également les objets à promouvoir, justement dans d'autres seuils de mémoire. Donc comme on revient sur le schéma, il va commencer à définir quelle zone, par exemple, si j'ai une zone d'Eden là-dedans, là, j'ai plein de Young dedans, ils ont survécu un coup, je vais les déplacer dans une zone libre et cette zone-là, je vais la marquer comme étant une région de Survivor. Oui, c'est un RTS, hein, tout à fait. Ensuite, vous continuez sur votre cycle, vous allez avoir un premier Stop the World qui va être là, qui va être le remark. Donc on va retomber un petit peu dans ce qu'on avait un petit peu avant, où là par contre ça va être vraiment marquer les objets qui vont devoir être déplacés et marquer les objets qui vont devoir être supprimés parce qu'ils n'ont plus de référence justement, donc on va les nettoyer. Mais vous avez également le remark des promotions dedans. S'ensuit une reprise d'activité rapide, le temps que lui calcule vers où il va amener les nouveaux objets, lesquels il doit nettoyer, son passage de graphe. Et ensuite, on a un second Stop the World où on va tout nettoyer. Donc faire les déplacements, hein, naturellement, de ceux qui ont besoin. Donc je vais libérer un emplacement mémoire, par exemple d'Eden, le passer en Survivor. Donc du coup, l'Eden, lui, va repasser vide, parce que du coup, ils ont tous été promus. Fantastique. Et on va nettoyer, par exemple, si j'ai de la old generation, des vieux objets qui sont partis, si j'ai des young ou des survivors qui ne sont pas arrivés vieux, pareil, je vais tout nettoyer. Et cette étape-là va arrêter la VM. S'ensuit du coup un autre seuil qui arrive juste derrière où le ZGC va prendre la décision s'il doit nettoyer plus de mémoire ou pas. S'il a suffisamment nettoyé de mémoire après ça, il va repasser en Young Only et reprendre son cycle comme on le connaît où il va, si tant qu'on ne dépasse pas le seuil, je fais que des nouveaux. Si je dépasse le seuil, je renvoie un cycle standard. Si je n'ai toujours pas de mémoire dispo, parce qu'il ne va pas forcément nettoyer tout les objets. Il va essayer de nettoyer vraiment ce qui est vivant derrière, mais il va essayer de faire au plus vite en fait derrière pour essayer d'avoir des pauses le plus rapidement possible. Il va aller un peu plus loin, où il va faire de la space reclamation. Où là on va vraiment une petite nuance effectivement, parce que parfois il va les déplacer dans des zones où il va pas totalement les supprimer, il va juste dire cette zone là elle est morte, j'ai envoyé mes objets là-bas, pas de souci. Ou sinon il va faire vraiment une space reclamation où là physiquement en fait la mémoire va être libérée. Parce qu'en en fait elle sera plus committée, elle sera plus réservée. Et il va vraiment la libérer au niveau OS derrière ces objets à nettoyer. Ça par contre c'est pareil, vous allez passer en stop the world. Ce qui peut arriver justement quand vous passez en space reclamation, alors là ça devient très compliqué. Quand vous passez en fait en mode full GC, ça veut dire que malgré la space reclamation, malgré tout le remark, le cleanup que vous avez fait, vous êtes encore à un palier où votre VM est clairement en train de mourir. Elle est en sueur parce que elle est sur la fin de son hip. Du coup, ces cycles vont se répéter de plus en plus et de plus en plus vite avec des temps en fait des temps entre chaque cycle qui vont être de plus en plus courts, ce qu'on appelle le full GC. C'est à ce moment-là que votre VM est vraiment en train de mourir. C'est-à-dire qu'elle va essayer de libérer le plus rapidement possible de la mémoire pour essayer de survivre. Et si au-delà d'un full GC, après une space reclamation, la mémoire n'est toujours pas suffisamment disponible et il y a des demandes d'allocation, vous passez en out of memory. À ce moment-là, le cycle ne sert plus à rien, donc le garbage collector va envoyer l'instruction que c'est mort, il n'y a plus de mémoire. Donc quand tout se passe bien, vous tapez des out of memory, entre guillemets, quand tout se passe bien, parce que globalement, votre heap est plein et vous ne pouvez plus instancier de nouveaux objets. Et quand tout va mal, le GC s'emballe, voire vu que les cycles sont de plus en plus courts, votre CPU, lui, va être fortement sollicité par le GC, parce que forcément, qui dit remark, jouer avec la mémoire, supprimer, demander à l'OS de libérer de la place et le faire de plus en plus vite, au bout d'un moment, votre CPU ne tient plus et vous pouvez carrément cracher votre VM à ce niveau-là. Ce que je vous disais, en fait derrière, alors c'est très compliqué quand vous êtes en mono-threadé, parce qu'en mono-threadé, c'est toujours qu'un thread qui va demander des instructions, donc il va se taper des out of memory, il n'y a pas de souci. Si vous balancez à peu près 10 000 ou 20 000 threads en même temps, qui vont demander l'instanciation d'une variable en même temps, là vous allez faire mourir votre garbage collector derrière. Parce qu'il va lancer its cycle derrière. C'était le G1. G1, c'était un des plus simples. Qui est déjà un peu complexe. Mais ce que vous voyez déjà un peu sur le G1, c'est que vous avez des temps de pause qui, eux, donc avec le remark, le cleanup,
et la Space Reservation qui peuvent déjà prendre du temps un petit peu. Donc entre le parallèle et le serial, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de concurrence. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire un maximum de travail en parallèle, mais c'est pas encore ça. D'où est venu deux nouveaux GC qui arrivent, qui sont Shenandoah et ZGC. Shenandoah a été développé initialement par Red Hat. Il est passé après dans l'aspect officiel Adobe JDK. Il travaille donc comme les autres en parallèle, donc on verra. Il est aussi region-based, comme on dit, comme le Garbage First, hein, le G1. Donc votre mémoire va être divisée en plusieurs régions. Pareil, on va avoir des traitements qui vont être en concurrence et d'autres traitements qui vont être en Stop the World. Par contre, l'idée, c'est Stop the World, le focus qui a été fait, c'est vraiment que les temps soient le plus court possible. Donc globalement, quand on exécute un cycle total de recyclage avec Shenandoah, on est sous les 10 millisecondes. Ce qui n'était pas le cas, hein, comme je disais avec G1, notamment quand il s'emballe, vous commencez à taper dans les secondes hein, quand le GC s'emballe. Des secondes, quand vous commencez à les avoir sur une requête REST, par exemple, ça peut être très très long. Et une meilleure gestion de crise. Donc on verra, il y a 3 paliers. Alors je vais pas revenir exactement sur les 3 paliers. Vous avez 3 paliers de gestion de crise avant que l'AVM s'emballe dessus. Pour faire un rapide cours sur le schéma un peu barbare qui est ici, mais qui est en fait très très simple à comprendre. Hein. Si on se focus un peu sur les cases, hein, donc typiquement là au début vous avez votre application, donc en bleu, vous venez de démarrer votre application, vous avez de la generation un petit peu partout là. Globalement, c'est votre mémoire et les espaces gris hein, de la mémoire libre derrière. Donc l'application est active. Vous allez avoir un premier marquage qui va être très très court où il va marquer juste les en-têtes, des emplacements mémoire où il va devoir intervenir en fait. Donc là où il y a de la mémoire soit à promouvoir, soit de la mémoire à libérer. Donc un init mark. Ensuite, l'application reprend et vous avez un concurrent mark. Donc en fait derrière, une fois qu'il a les en-têtes, donc il stoppe pour dire tel emplacement mémoire, je vais travailler. Ensuite en concurrence, il va regarder exactement en détail dans chaque bloc, qu'est-ce qu'il va libérer dans ce bloc-là. Vous avez ensuite un final mark. Donc là, il a calculé toute la mémoire de chaque bloc, qu'est-ce qu'il doit libérer. La différence effectivement par rapport aux autres GC, c'est le premier qu'on a comme ça, c'est que il va pas compacter la mémoire, il va la copier. Donc en fait, la mémoire qu'il va devoir libérer, il va la copier dans un autre emplacement de la mémoire. Alors, ça peut poser des problèmes. Du coup, on a après derrière, donc une fois qu'il a fait la final mark, hein, qu'il a tout calculé, tout est prêt, ok, je sais les opérations que je dois faire, on reprend l'application. On fait une évacuation concurrente, c'est-à-dire qu'il va commencer à copier du coup la mémoire qu'il devait libérer ailleurs ou la mémoire qu'il doit promouvoir. Parce que finalement, ça ne nous posera pas de problème quand il s'agit de libérer de la mémoire. Si c'est déréférencé, il n'y a pas de souci. L'application n'y a plus accès, on s'en fout, on peut nettoyer. Par contre, il y a des objets qu'on va devoir promouvoir. Et ces objets-là, du coup, sont encore vivants. Quand on passe de la Young Generation à la Old Generation ou vers des Survivors entre les deux, hein, suivant les algorithmes, ça veut dire que par exemple, c'est mon tableau d'entier qui va passer en Survivor, il est toujours vivant ce tableau d'entier. J'ai toujours mon programme qui l'utilise, qui a des références dessus. Donc si je le déplace physiquement dans la mémoire, je vais avoir des soucis. Et si je le copie, je prends lequel? Je prends l'initial ou je prends le final. Donc c'est pour ça qu'on va avoir, après derrière des barrières dans Shenandoah. Je rentrerai pas non plus en détail dessus parce que c'est assez complexe. Il y a eu 2 versions notamment de Shenandoah, la deuxième étant beaucoup plus optimisée là-dessus, sur ces questions de passage justement et de load barrière. Donc on aura une concurrent evacuation, donc il va commencer à déplacer dessus, mettre des barrières pour dire si jamais tu me tapes, tu vas taper sur l'autre, celui qui arrive. Et on va avoir une première pause où on va commencer à mettre à jour les références. Donc un petit peu ce système de barrière justement où lui dire finalement tu tapes plus sur A mais tu vas taper sur A'. En gros, tu ne tapes plus sur ma petite case A1 là de mon bloc, mais il est là. Maintenant ma ref est ici. Donc si tu dois modifier ton tableau, tu modifieras dans l'emplacement orange après cette marque et plus dans l'emplacement jaune. C'est là où il y a ce petit stop the world justement pour mettre à jour les refs. Ensuite, une fois que les refs sont à jour, on va commencer à déplacer, entre guillemets, à mettre à jour, à déplacer, à libérer physiquement dans les blocs. Donc on voit là, les blocs sont passés en jaune. Hein. Ici, la mémoire a été marquée, calculée. On a changé les références. Maintenant, ça pointe vers l'orange. On va supprimer ou promouvoir, en tout cas,
pour le coup, là, on va supprimer parce que ce qui a été promu a été envoyé ailleurs. Ce qui doit être supprimé, donc on nettoie tout. Et ensuite, on a une pause finale qui permet de committer en fait la mémoire quelque part, donc de valider que ces emplacements mémoire-là peuvent être libérés au niveau de l'OS ensuite derrière, si on est toujours sur une machine virtuelle. Donc elle gère sa mémoire virtuellement et à un moment, là, envoie ses instructions à l'OS pour dire ça c'est bon, cet emplacement ITSE23 dans ma mémoire, j'en ai plus besoin, tu peux le libérer. Si tu as besoin de l'utiliser pour un autre programme ou autre chose, tu peux. Et ensuite, on a fini notre cycle. L'application reprend et on repart. Comme je le disais aussi, on est sur un garbage collector qui fonctionne en copie, ce qui pose un petit peu de problème parce que vous doutez bien que vous lui avez donné une quantité de mémoire, imaginons de 200 mégas. Quand vous arrivez à 195 mégas et qu'il en déplacez 20, vous allez avoir un problème. Vous n'avez plus assez de mémoire de disponible. C'est là où on va commencer à rentrer un petit peu dans des cycles, dans une gestion de crise que Shenandoah peut faire, qui vont être le passing, le Degenerated GC et en dernier recours le full GC comme on l'a vu avant. Donc je vous invite à aller voir un petit peu justement ces 3 étapes-là qui sont très intéressantes, où vous pouvez les désactiver, vous pouvez lui dire de passer directement au Degenerated, ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est derrière Shenandoah, justement, alors a pour inconvénient pour qu'il puisse fonctionner de façon nominale, doit avoir un pool de mémoire qui peut être défini également, hein, vous pouvez le tuner, mais un pool de mémoire libre pour pouvoir faire cette copie. Donc il faut penser que à partir du moment où vous allez commencer à arriver à 100% de la mémoire, ça risque de potentiellement être compliqué pour Shenandoah. Mais finalement, Red Hat a bien bossé aussi là-dessus, parce qu'il y a quand même des gens très intelligents chez Red Hat. Shenandoah, justement, avec sa gestion de crise, ses différents paliers, a des méthodes pour pouvoir gérer justement très bien cette crise, et on le voit sur pas mal de stats. Alors j'ai eu pas mal de stats différentes, donc je voulais pas vous montrer forcément quelque chose d'erroné, mais globalement, la gestion de la mémoire, quand on arrive pas loin de l'occupation maximale, est très très bien gérée par Shenandoah. Et ce qu'il faut retenir aussi derrière, c'est les temps de pause. Alors même s'ils sont nombreux, comme je vous le disais, ils sont en dessous d'IMS, donc on est quand même sur des performances qui sont relativement élevées. On le verra, ZGC aussi propose des performances encore meilleures dessus, mais on verra pourquoi il vaut mieux passer sur l'un que sur l'autre. Maintenant, je vous ai tous un peu tués. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ZGC, parce que finalement, j'ai pris plus de temps que prévu. Le ZGC, pareil, fonctionnement parallèle, de toute façon, vous l'avez compris, maintenant, on a tous des multicorps, quasiment tous les serveurs ont des multicorps, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du parallèle. Si vous voyez un serial GC, par pitié, supprimez-le, ou changez-le, ce n'est plus possible, vous tirez une balle dans le pied. Donc tout, maintenant, les étapes sont faites en parallèle, hein, donc on a plusieurs threads qui vont intervenir pour nettoyer. Plusieurs traitements seront concurrents. On peut avoir plusieurs petits stop the world, mais on verra qui sont très courts. Il y a du compactage. Alors cette fois-ci, c'est pas de la copie, c'est vraiment du compactage. Donc on va pas demander de la mémoire supplémentaire pour gérer, pour libérer finalement les emplacements en mémoire. Par contre, on a quelques limitations sur ZGC, qui déjà est stable entre guillemets, est stable depuis Java 15, comme on le voit un petit peu en dessous. Mais globalement, la dernière LTS de Java, c'est Java 17. Donc globalement, ne l'utilisez qu'à partir de Java 17. Vous avez quelques implèmes de Java 11 qui le proposent. Si vous voulez être sûr d'avoir une version stable, faites-le depuis Java 17. Par contre, effectivement, ZGC va utiliser pour ses références de mémoire des entêtes en 64 bits. Donc du coup, vous oubliez toutes les machines en x86 ou les vieux coucous que vous pourriez avoir derrière. Et ça va limiter également, si jamais vous voulez faire de l'embarqué ou ce genre de choses, il y a des fous qui essaient de faire ça avec du Java, mais si jamais vous voulez faire, pensez-y, il faut une architecture en 64 bits, sinon ça ne marchera pas. Ce qui est vendu par ZGC, ce sont des temps de pause extrêmement faibles. On est sur des temps de pause en dessous d'un milliseconde. On a un intervenant d'ailleurs d'Oracle sur une vidéo que je vous mettrai dans les sources. Globalement, les temps de pause les plus importants qu'ils ont eu, c'est jusqu'à 200 microsecondes. Peu importe, et c'est là où vous avez le O1, en fait, peu importe la quantité de mémoire que vous avez, la quantité que vous allez mettre dans votre heap, c'est entre 8 mégas ou 16 Tera, globalement, les temps de pause seront tout le temps en dessous de 200 microsecondes. C'est l'intérêt de ce garbage collector, il va faire un focus énorme sur le low pause. Quitte
à peut-être perdre un petit peu en débit derrière de données que vous pouvez avoir sur le global, hein, si vous prenez en compte les temps de pause et ce que vous allez libérer en mémoire et la quantité de mémoire que vous allez pouvoir libérer, le throughput, quitte à être un petit peu plus élevé peut-être que les autres GC, son focus à lui, c'est vraiment des temps de pause extrêmement faibles et peu importe la mémoire que vous allez avoir. Ce que je vous ai mis, hein, effectivement, votre garbage collector, vous pouvez démarrer à 8 mégas jusqu'à 16 TB. Donc c'est pareil, hein, Shenandoah et ZGC ont été demandés parce que gère très bien la mémoire, il me semble avoir vu jusqu'à, je crois que c'était jusqu'à 4 gigas. Il le gère très bien. Après, on commence à avoir un petit peu de latence supplémentaire qui se rajoute. Ça marchait très bien quand G1 est sorti, par exemple, où c'était 2004, je crois, 2004 ou 2007, enfin c'était au JDK 7, et globalement, à l'époque, Amazon proposait jusqu'à 1,7 giga globalement sur du cloud, donc ça passait très très bien. Aujourd'hui, Amazon peut vous proposer des clouds avec 4 Tera de data derrière, et vu qu'Amazon fait beaucoup de Java à côté, ils avaient besoin de garbage collector un peu plus performant, donc d'où l'arrivée de ZGC. Donc comme je vous disais, dispo en stable depuis Java 15. Pareil, il découpe tout en régions. Alors vous avez trois tailles de régions qui sont fixées. À chaque fois une small, medium, large. Hein, ils sont pas allés très loin. Vous n'avez plus de homungus comme on avait dans le G1, donc on est vraiment on revient sur une gestion un peu comme Shenandoah avec ces blocs derrière qui sont définis. Ce qu'on voit dans les cycles, maintenant vous commencez normalement à comprendre à peu près comment fonctionne un garbage collector. Donc à chaque fois, on a une première pause, on va marquer les objets à promouvoir ou à supprimer. Donc c'est une petite pause qui durera du coup moins d'un milliseconde. Hein. Ensuite, ce système de marque et remap, alors ZGC est vraiment particulier hein, sur ses entêtes en 64 bits avec ce qu'ils appellent du recolor. Il y a énormément de protocoles, il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne l'ai pas mis là parce que c'était un peu trop long à vous expliquer, mais c'est vachement intéressant d'aller voir comment ils ont travaillé sur les entêtes justement de mémoire au niveau de ZGC. Si vous voulez faire un petit mal de crâne, c'est parfait. Donc on va voir c'est pareil, cette gestion en concurrence du marque et du remap. Donc qu'est-ce que je vais déplacer, qu'est-ce que je vais promouvoir et tout. J'ai une seconde pause, donc une fois que j'ai fini mon marquage, pour définir où est-ce que je vais les mettre. Et il y a aussi tout un système de garde pour les références derrière, parce qu'il va y avoir du déplacement, donc vous êtes quand même obligé de le faire. Ensuite, de façon concurrentielle, il réalloue la mémoire, donc il déplace les objets ou libère derrière. Ensuite, il repose derrière, concurrent prépare. Ouais, alors c'est une préparation à la relocation. Donc c'est comme Shenandoah. À chaque fois, j'oublie cette étape-là, mais vous allez avoir des gardes qui vont mettre pour dire, bah attends, maintenant tu pointes plus vers tel emplacement de mémoire, tu pointes vers l'autre emplacement de mémoire. Donc si jamais tu m'appelles telle variable, et bah tu iras copier physiquement là-bas et pas ici. Il y a un petit peu ce système-là, ça s'appelle les lots de barrières, hein, pareil. C'est intéressant à aller voir. Et ensuite, une fois qu'il a fini de mettre cette protection sur ses références, il réalloue la mémoire, etc., etc., etc. Toujours de façon cyclique. En conclusion, donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais c'est normal. N'utilisez plus de parallèles, n'utilisez plus de serial, et n'utilisez surtout pas de CMS parce que CMS a été déprécié. Autant parallèle et serial, eux, sont encore vivants. Mais rien que pour vous dire, pour activer parallèle, il s'appelle parallèle hold GC, il porte bien son nom, c'est pas pour rien. Donc ne l'utilisez pas. Si vous utilisez du JDK8, ça peut encore arriver dans les entreprises qui n'ont pas forcément fait le pas, et vous avez des problèmes de mémoire sur des serveurs qui sont assez costauds, regardez du côté de Shenandoah, vous pouvez utiliser. Alors, je vous ai mis un astérisque parce que méfiez-vous, toutes les JVM ne se valent pas. Certaines JVM ont une implémentation de Shenandoah, d'autres non. Donc, regardez plutôt du côté de Red Hat, je crois, et d'AWS, où ils ont des JDK qui prennent Shenandoah en version stable et qui est utilisable, parce que vous n'aurez pas ZGC. Si vous êtes en JDK 15 et plus, j'espère que vous n'êtes pas en JDK 15, c'est pas une LTS, mais au moins en Java 17 globalement et futur Java 23, utilisez ZGC. Comme on l'a vu, ça va très bien marcher avec des petits programmes ou des gros programmes. Ça va vous donner une haute disponibilité derrière de votre appli dans le sens où les temps de pause seront très 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 faibles et la gestion de la mémoire se fait très bien. N'hésitez pas à tuner votre HIP. Comme je vous disais, limitez-le
ou agrandissez-le, mais méfiez-vous parce que sur Windows, typiquement en machine, ce que je vous disais, vous êtes sur du 4 Go de base, donc soit ça peut planter votre appli, soit si vous laissez ça sur un serveur, vous n'allez pas aller très très loin. Donc méfiez-vous et allez, soyez curieux sur les GC parce que vous avez énormément de paramétrages qui sont possibles via ces garbage collector et sur la gestion de la mémoire. Donc n'hésitez pas à les voir, il y a plein de choses intéressantes, notamment si vous êtes en Ops, il y a beaucoup de choses que vous pouvez optimiser avec ça. Et c'est très bien expliqué. Et comme on le voit un peu avec les deux derniers garbage collector, l'avenir de Java est sur la latence faible, sur la low latency. Donc Java n'est plus lent. Il était lent à cause de ces anciens GC qui ne sont plus utilisés. Et je termine juste sur la slide, je vous ai mis quelques liens derrière. Notamment les articles de JavaPoint. Vous avez des docs Oracle. La doc Oracle sur G1 est très très bien écrite. C'est rare qu'une doc Oracle soit bien écrite. Donc, pour une fois, allez-y. C'est simple à lire. Il y a des schémas et c'est assez cool. Et vous avez un wiki. Alors pour ZGC, vous avez un wiki également pour pour Shenandoah, qui sont pareils, très très bien expliqués, très simples, bien schématisés. C'est vraiment pas des gros pavés énormes à lire, donc c'est vraiment intéressant à lire. Oui, puis j'ai laissé l'option Ipson, voilà, bien préparé. Je vous ai mis également un lien vers une vidéo YouTube, vous pouvez la retrouver assez simple, hein, tapez YouTube Oracle ZGC ou vous avez un intervenant d'Oracle qui vous explique comment fonctionne le ZGC, c'est très très bien fait aussi. Ça se regarde, ça dure 20 minutes. Ça vous permet aussi d'apprendre pas mal de choses.